biodiversité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Est-ce que Thomas Pesquet a vraiment avoué que nous ne sommes jamais allés sur la Lune? Selon certains, eh bien, Thomas Pesquet aurait soi-disant avoué que l'homme n'est jamais allé réellement sur la Lune. La théorie de la Terre plate, les vaccins pour nous contrôler ou nous rendre autistes, ou encore le fait qu'on n'ait jamais été sur la Lune et que tout cela aurait été orchestré par Stanley Kubrick, toutes ces idées plus improbables que rationnelles sont toutes liées à un seul phénomène, le complotisme. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur la théorie lunaire, le Moon Hoax. D'une part, nous allons tenter de voir comment on est passé d'une simple idée à une secte, et d'autre part, comprendre comment elle pourrait détruire notre monde. À la fin des années 60, lors de la mission Apollo 11, pour la première fois, l'humanité a enfin mis le pied sur la Lune. Et à l'époque, il n'y avait aucune raison de douter, c'était une évidence, ils avaient bel et bien réussi. Mais en parallèle de tout ça, l'URSS n'a même pas pris le temps de contredire la nouvelle de l'alunissage alors qu'ils auraient pu être en effet les premiers à contredire cette nouvelle. Mais il n'en est rien. Et ironiquement, le pays qui enclenchera ce mouvement complotiste est ni plus ni moins que les États-Unis eux-mêmes dans les années 70. Et les années 70 marqueront les USA comme une période de crise, de mensonges et de troubles, surtout avec le scandale du Watergate qui mènera le peuple à commencer à douter et à voir du complot absolument partout et qui va davantage entacher la confiance entre ces derniers et le gouvernement. Mais auparavant, et pour ne rien t'arranger, sort au cinéma James Bond, Les Diamants sont éternels, en 1971, où on voit à un moment du film James Bond en train de courir sur un plateau de cinéma reconstituant les premiers pas de l'homme sur le Lune. Et c'est ce film qui sera la base de la théorie complot lunaire et qui a commencé à émerger dans la tête de beaucoup de gens, et notamment d'un nommé Bill Kaysing. Kaysing était un homme avec une simple licence d'anglais et qui travaillait pour Rocketdyne de 56 à 63. Pour info, Rocketdyne, c'est ceux qui ont conçu les moteurs F1 de la Saturn V. Il finit donc par démissionner pour se consacrer entièrement à l'écriture, et parmi les nombreux ouvrages qu'il a pu rédiger, un fera beaucoup plus de bruit que les autres en raison de son succès et de son titre. Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, une escroquerie américaine à plus de 30 milliards de dollars, paru en 1974. Avec en plus le scandale de Watergate en parallèle, le livre ne peut que faire un carton assuré. Et ça sera le cas, et ça le sera dans toutes les sphères complotistes du pays. Mais ça s'arrêtera là, et ça n'ira pas au-delà. Mais il faudra attendre vers les années 2000 pour qu'une chaîne d'information finisse par s'emparer de l'histoire et donner beaucoup plus de crédibilité. En 2005, la chaîne de télé conservatrice, la Fox, se décide alors de diffuser un docu sur le sujet avec comme représentant en personne Bill Kaysing, bien évidemment. Et évidemment, le but était tout simplement de diffuser un maximum de ses idées, absolument pas de les contredire. Bon, en même temps, c'est normal, on est chez la Fox. Mais alors, qu'a-t-il pu bien dévoiler? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Pour commencer, il est décrit comme ingénieur, mais dans les faits, il n'avait qu'une simple licence d'anglais. Et en réalité, il travaillait bien chez eux, mais en tant que bibliothécaire, puis après en tant qu'analyste pour vérifier les fautes d'orthographe dans les copies. Mais pas en tant qu'ingénieur. Autant vous dire que là, ça part déjà très mal, surtout s'il connaît rien en ingénierie. Mais bon, malgré cette présentation un peu bancale, on va tout de même s'attarder sur deux points critiques qui reviennent assez souvent dans les sphères complotistes, mais aussi également dans ce documentaire, à savoir les étoiles qui seraient absentes en fond dans l'espace, mais également le LEM qui ne produit aucune traînée lors de la remontée. Pour les étoiles, on va faire appel à quelques notions de photographie. Sur Terre, on ne voit uniquement les étoiles le soir, car en pleine journée, le soleil les éblouit. Et c'est exactement ce qui se passe avec la Lune, il n'y a aucune raison de les voir lors d'un jour lunaire. Et s'il voulait vraiment, mais vraiment les voir, il faudrait surexposer le sol pour essayer de capter un maximum de lumière pour voir ainsi les étoiles en fond. Mais ce qui n'était absolument pas le but. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de prendre une photo de la Lune le soir et essayer de voir si vous essayez d'obtenir les deux. Je peux déjà vous dire, c'est impossible, on ne peut pas les avoir en même temps. Pour ce qui en est de la traînée que l'on ne verrait pas, eh bien c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'oxygène sur la Lune pour faire une quelconque traînée lors des gaz qui sont propulsés en dehors de la tuyère. De plus, j'aimerais souligner un point que personnellement je trouve assez aberrant et que personne n'a souligné. C'est que, imaginons que
tout cela aurait été fait en studio. Comment ils auraient pu reproduire la remontée du LEM entière alors qu'il monte à plusieurs kilomètres de haut et que tout a été filmé en entier par la caméra posée sur la Lune? Bref, vous l'aurez compris, le docu ne se base uniquement que sur des croyances et sur des faits qui sont non prouvés, mais qui donnent raison à Kessing. Mais rajoutons aussi le fait que la Fox prenne toute cette histoire au sérieux, bah ça va donner énormément de crédibilité à toute cette théorie, et aussi également à celle en lien avec Stanley Kubrick. Cette théorie veut que la NASA ait contacté Kubrick pour réaliser les premiers pas de l'homme sur la Lune dans la zone 51. Alors pourquoi Kubrick et pas un autre, me direz-vous? Eh bien tout simplement pour plusieurs raisons. La première étant que c'est dû au réalisme des scènes de 2001 l'Odyssée de l'espace qui lui était sorti une année auparavant. Et la deuxième étant que la NASA et Kubrick avaient déjà collaboré lors du tournage qui sera avéré plus tard de Barry Lyndon, où la NASA a prêté à Kubrick des optiques qui étaient très lumineuses pour un tournage pour une scène qui était très demandante en luminosité. Mais ça, je vous en avais déjà parlé. Mais maintenant, essayons juste de nous plonger 2 secondes dans la réalisation d'un tel projet d'un point de vue très technique sur le niveau de l'audiovisuel. Si on regarde les photos de l'époque, on peut constater que le sol est éclairé sur des kilomètres à la ronde. Et pour reproduire le soleil, Kubrick aurait dû utiliser des sources de lumière très puissantes, comme par exemple les Hachemi, qui sont des lumières très puissantes et qui permettent de reproduire le soleil ou la lune. Et déjà là, on se heurte à un énorme problème, puisque les Hachemi en question ne venaient qu'à peine d'être commercialisés à partir de 1969, ce qui aurait déjà été rendu difficile l'acquisition en très grande quantité, sans oublier que, en termes de puissance, on n'est très clairement pas sur les Hachemi d'aujourd'hui, qu'on se comprenne. Et comme si c'était pas déjà suffisamment compliqué, rajoutons aussi le fait qu'à partir des missions Apollo 15, il y avait des missions en rover lunaire, donc ce qui signifie qu'il aurait dû mettre et rajouter des lumières supplémentaires sur le kilomètre que le rover a bien pu parcourir lors de ces missions. Mais le problème en mettant plusieurs, c'est que cela va créer des ombres très différentes et moins sombres et moins marquées, surtout ça va en faire plusieurs, ce qui est incompatible avec les photos que l'on peut voir sur le sol lunaire. Ça, c'est ma première source de lumière. Je l'éteins, j'en mets une seconde, qui donc est légèrement sur la gauche et donc projette des ombres légèrement différentes. Le problème, c'est que si j'allume mes 2 sources de lumière en même temps, voilà, et ben je n'ai pas une ombre par ici et une ombre par là, j'ai pour chaque personnage 2 ombres portées. Une grande partie de chaque ombre portée est atténuée par l'autre source de lumière, ce qui fait que la seule partie d'ombre qui reste vraiment prononcée ici, c'est celle qui est au croisement des 2 cônes d'ombre. Alors oui, on sait qu'aujourd'hui on pourrait tourner des scènes de jour et ensuite, grâce à la magie de l'étalonnage, faire en sorte qu'on ait fait croire que ça a été tourné de nuit. Mais je vous rappelle qu'il faut pas oublier que tout logiciel de retouche, comme par exemple DaVinci Resolve ou Lightroom, ça n'existait pas à ce moment-là. Mais plus intéressant encore, pour simuler la faible gravité, il y a 2 options qui s'offrent à nous. Il y a soit le fait qu'ils aient utilisé des caméras slow motion, ou alors elles auraient été suspendues avec des câbles. Alors pour les caméras slow motion, pour tout vous dire, ça n'existait pas à cette époque. Ça n'apparaîtra que tout récemment. Et surtout, au niveau des câbles, bon, déjà ça se verrait, surtout avec des éclairages très puissants, et en plus que les combinaisons, bah, elles sont quand même relativement lourdes, donc c'est des câbles en acier, et du coup ces câbles en acier avec la lumière, bah ils se reflètent, et du coup on les voit. Mais comment il aurait pu les cacher? Bah c'est impossible, puisque After Effects n'existait pas encore à ce moment-là. Donc c'est très compliqué. Donc bref, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus facile d'aller sur la Lune soi-même que de le simuler. Surtout quand c'est assez drôle quand on entend dire qu'à d'à côté c'était quasiment impossible de se poser sur la Lune. Mais malheureusement, après la diffusion de ce docu, la NASA se forcera à communiquer un document stimulant que oui, on est bel et bien allé et que c'est vrai. Mais malheureusement, il y a eu un gars qui s'est dit « Tiens, et si j'ai décidé d'aller les provoquer ?» Et ce gars, il s'appelle Bart Sibrel, et il a décidé de réaliser son propre docu, et de filmer tout ça, et de faire en sorte qu'il aille vers chaque astronaute du programme lunaire, et qu'il jure sur la Bible qu'ils y ont été. Et cette émission, je peux pas vous le cacher, hein, ça a bien fait chier la NASA, et aussi également les astronautes qui... On avait déjà marre, hein, depuis un certain moment, que l'on dise qu'ils ont jamais été. Et ça se comprend. Et forcément, ils ont tous pété un câble, et surtout Aldrin, qui lui en avait tout simplement marre sur le moment, et qui lui a tout simplement calé une belle droite dans la gueule. Mais heureusement, ces documentaires finiront par être oubliés.
Enfin, c'était sans compter sur l'arrivée des réseaux sociaux qui, eux, malheureusement, n'oublient jamais. Avec l'apparition des forums, de Facebook et de YouTube, ces plateformes d'échange vont permettre ainsi de faire renaître les idées et redécouvrir les émissions de Cibrel et de Kessing, où le nombre de vues de ces chaînes ont tout simplement explosé. Mais le problème dans tout ça, c'est que une bonne partie de ces gens qui regardaient ce contenu n'étaient pas du tout des gens qui adhéraient à ces valeurs à la base, mais qui finalement ont fini par basculer du côté obscur, dû en partie aux arguments que les émissions donnaient. Rajoutons aussi à cela l'algorithme des réseaux sociaux qui intervient, qui à la base était tout simplement le but de propulser des vidéos virales afin d'en recommander d'autres à l'utilisateur, et bien celui-ci qui regarderait du contenu complotiste finirait par s'enfermer lui-même dans une boucle interminable et l'algorithme lui recommandera du contenu complotiste à l'infini et il finira par adhérer à cette philosophie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Thomas Pesquet lorsqu'il a dit ceci. Là, on va vraiment aller très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Mais grâce à la magie du montage, ils finiront par lui faire dire que on n'est jamais allé sur la Lune. Très vite, une polémique se déclenche et ça devient un véritable drama, alors que dans les faits, il ne parlait tout simplement que de la trajectoire du vaisseau Orion qui sera beaucoup plus lointaine que celle du vaisseau Apollo. Ce qui est assez cohérent. Et c'est comme ça qu'on est passé d'une petite à une très grande communauté de gens qui sont prêts à défendre leurs idées à tout prix et qui vont s'en prendre à tous ceux qui les contredisent, quitte à en mourir. En 2020, l'un d'entre eux a carrément voulu prouver grâce à une fusée bricolée et fabriquée par lui-même, prouver que la Terre, elle était plate. Mais au décollage, le parachute s'est arraché de sa fusée artisanale et lorsque la fusée est retombée, il est mort sur le coup. Bref, c'est allé tellement loin cette histoire que YouTube, à ce moment-là en 2019 déjà bien entamé avec le sujet de la loi COPPA, finira par encadrer tout ça et de réduire la recommandation de contenu complotiste. Mais bon, dans les faits, même avec cette mesure, cela ne suffira pas puisqu'en réalité, ils sont tous passés de YouTube à TikTok et ils reproduiront ainsi le même type de contenu qu'auparavant, simplement que c'est dans un autre format. Et en plus, avec l'explosion de X et ainsi également de TikTok, qui en plus en a bénéficié du Covid, et ben on se retrouve avec exactement la même situation, mais avec un autre format. Voici 5 preuves que la Terre est plate. On commence par l'horizon. Et oui, quand vous vous mettez en haut d'une montagne ou même dans l'hublot d'un avion, vous pouvez voir que la Terre est complètement plate, vous ne voyez pas de courbure. Mais pire encore, d'après des sondages, c'est plus de 40% des utilisateurs, dont 64 de la Gen Z, qui l'utilisent comme un moteur de recherche. C'est aberrant. Bon, avec toute cette histoire, on pourrait tout simplement prendre du recul et se dire que ce n'est pas grave, et que cela restera une curiosité absurde de notre époque, et que cela n'aura aucun impact sur notre monde. Mais est-ce que vous en êtes bien sûr? Car si on revient au début avec le scandale de l'affaire du Watergate, on constate généralement que les gens avaient en face d'eux un vrai complot basé sur des véritables preuves et qui étaient tangibles. D'ailleurs, le Watergate n'est absolument pas le premier ni le dernier complot qui a pu exister et qui s'est avéré être vrai. Prenez l'exemple de l'affaire Dreyfus où le général du même nom a été condamné juste pour avoir été juif et tout le dossier a été mis sous le tapis. Et des exemples comme ça, il en existe un tas d'autres, mais je vais pas forcément tous vous les citer, mais je vous en laisse quelques-uns en description. Mais ce qui est tout de même très caractéristique de notre époque, c'est que l'affaire du Watergate a créé une véritable psychose qui a fait remettre tout ce qui a pu exister sur cette terre sans aucune raison. Et au lieu de s'informer juste un petit peu, voire correctement, les complotistes ont tout simplement commencé à donner des solutions simples à des problèmes complexes, et le tout en détournant la science et ses expériences pour en faire leur vérité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les complotistes sont aussi appelés chercheurs de vérité, parce que dans le fond, ils ne voient que ça. Alors, d'une part, il faut déjà comprendre que la science, ce n'est pas une croyance ou une vérité absolue. Ce sont des preuves fondées qui, bout à bout, font avancer la connaissance de notre monde et de son fonctionnement. Et les faits donnés et les expériences nous permettent ainsi de nous construire une certaine idée de ce que c'est la vérité à un certain moment. Mais on sait d'avance qu'elle évoluera dans le temps et qu'elle ne sera pas absolue pour l'éternité. Rappelons tout de même de quand on est passé de la Terre plate à la Terre ronde par Galilée, ou encore des lois de Newton à la relativité générale
par Einstein. Et d'autre part, si on pouvait régler tous nos problèmes actuels avec des solutions hyper simples, je veux dire, on l'aurait fait depuis longtemps, surtout avec le réchauffement climatique ou la pénurie des matériaux. Et le seul en date qui a su remettre en question tous les concepts de notre monde avec des vrais arguments et qui a eu raison, bah c'est encore une fois Einstein. Mais avec tout ce que je viens de dire, on pourrait penser que la science a la solution à tout. C'est un peu plus complexe que ça. Car il arrive souvent qu'elle trouve difficilement une explication ou des réponses, voire aucun des deux dans certaines situations. Et cela, bah ça laisse place aux doutes et à des questions sans réponse. Bref, si on fait la synthèse de tout ce que je viens de dire, on se rend compte qu'en soi le complotisme n'est pas un problème en soi et que des vrais complots, on peut pas le nier, ça a toujours existé. Et de même, on a tous le droit d'émettre des doutes, des hypothèses et des idées, sachant que le complotisme, et là je suis désolé, ça va faire un peu grincer des dents ce que je vais dire, mais ne sont pas tout de même si différents des scientifiques qui font exactement la même chose. Remettre les choses en perspective. Bon alors bien sûr, il y a tout de même une différence entre avoir des doutes et des hypothèses et de réussir à les prouver avec des preuves vérifiables qui font avancer notre connaissance, même si on se trompe, plutôt que de les affirmer en déformant l'info, l'opinion d'en face ainsi que les expériences scientifiques peuvent en faire une vérité absolue et de se fermer à la discussion avec le camp adverse et de l'imposer à tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec cette idéologie. Le problème, il n'a jamais été les idéologies, mais plutôt ceux qu'ils représentent et de ce qu'ils en font. Et cette phrase décrit parfaitement l'ambiance à l'échelle mondiale. La définition même de démocratie est devenue complètement floue aux yeux des gens. Idem également pour les partis politiques qui voient en effet leurs idéologies partir vers des extrémistes et des idées directrices, tandis que leur idéologie pour l'heure s'efface en laissant place aux débats politiques d'autrefois, à des disputes où chacun veut imposer ses idées et ses vérités et non celles des autres. Les arguments disparaissent au profit de provocations susceptibles plus de faire du bad buzz que de démontrer ses véritables convictions. Ainsi, chaque parti politique se tirant la corde de la nuance pour la rapprocher et de la déformer pour qu'elle aille dans leur sens. Et c'est dans ce merveilleux chaos politique, identique à celui qu'on retrouve dans la Revanche des Sith de Star Wars, Anakin Skywalker dira une phrase qui n'a jamais autant résumé la mentalité actuelle de notre monde. Anakin, par allégeance, je suis lié à la République, à la démocratie. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. D'autant plus qu'avec le retrait des restrictions avec X, Meta et même Google, ils laissent la liberté aux utilisateurs d'imposer leurs propres règles, ce qui est plutôt une bonne chose puisque des vraies informations et des véritables complots auraient pu être censurés dû au fait qu'elles seraient controversées par l'équipe de fact-checking. Mais en contrepartie, ça laisse tout de même passer beaucoup de fausses informations et certains en profitent à leur avantage et en dire ce qu'ils veulent en disant que c'est la liberté d'expression mais qui en réalité ne va que dans leur sens en rendant acceptable l'inacceptable. Et petit à petit, on ne saura plus ce qui est vrai ou faux. Les concepts du bien et du mal se confondront et la nuance se vivifiera au profit de ceux qui crient détenir la vérité pour vendre des livres ou des produits dérivés. Ainsi, dans l'ombre, les complotistes n'ont peut-être pas réussi à nous convaincre, mais ils ont tout de même réussi à implanter leur manière de réfléchir au reste du monde. On doit imposer notre idéologie aux autres sans preuve, rejeter l'avis des autres et la censurer sans preuve, car on estime qu'elle est la bonne de toute façon et qu'on aura raison. Mais du coup, y a-t-il un nouvel espoir et une solution à toute cette histoire? Eh bien oui, et en plus, elle était sous vos yeux depuis le début. Car si on revient sur tout ce que je viens de vous raconter, on se rend compte que dans tout ce qui a pu exister à un certain moment, il y a toujours une part de vérité qui est variable d'une certaine manière, de mensonge qui est variable aussi, et entre deux, il y a la nuance. La Terre n'est ni plate ou ronde, mais elle est légèrement ovale dû à sa vitesse de rotation, ce qui est une vérité prouvée. L'espace, c'est vide, c'est vrai à notre échelle, mais à l'échelle atomique, c'est loin d'être le cas. C'est nuancé. On est allé sur la Lune, c'est une vérité prouvée. Et c'est ce que je vous ai démontré tout au long de cette vidéo. Est-ce bien ou pas de retirer la censure des réseaux sociaux? C'est plutôt nuancé car là aussi ça dépend des gens et de ce qu'ils en feront. Et la manière d'additionner par un nombre négatif équivaut à la soustraction mathématique, on peut dire que n'a jamais avoir été sur la Lune, c'est un mensonge, ou que les vaccins c'est dangereux, c'est un mensonge,
etc. Car en fin de compte, la nuance, c'est s'écouter en soi ainsi que l'avis des autres pour voir ce qui est bon ou mauvais dans chaque chose, voir le positif dans tout ce qui existe pour trouver un équilibre parfait ainsi que des compromis afin de pouvoir collaborer ensemble pour avancer encore et toujours plus loin. D'ailleurs, ce qui est encore plus beau, c'est que notre planète ainsi que l'univers en général, il est à l'image de tout ça. Les étoiles, les galaxies, les nébuleuses ne sont pas toutes colorées de la même couleur et ne sont pas toutes identiques au niveau de la forme ni de la taille. Mais n'empêche qu'elles sont tout de même constituées de la même matière et qu'elles partent toutes d'une même singularité initiale lors du Big Bang. Mais du coup, comment cette singularité elle a pu imploser? Pour l'heure, on ne le sait pas encore. Idem, lorsque l'être humain est arrivé, nous sommes et nous serons toujours très différents au niveau physique, avec des pensées très divergentes. Mais au final, on vient tous de la même race, de l'être humain, et on ne sait malheureusement toujours pas comment on est arrivé là. L'univers possède ainsi en quelque sorte sa propre nuance que l'on a même réussi à synthétiser. En faisant justement la nuance de toutes les couleurs présentes dans l'univers, on en a conclu qu'il s'agissait du beige, le cosmique latte. Voilà où elle est la solution. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, et à bientôt pour une prochaine vidéo. It's not fake. That is the actual sun. No balloons, no green screen. Sometimes you are wrong in life. Ce célèbre youtubeur complotiste est parti en Antarctique pour prouver que la Terre était plate, et il a découvert qu'elle est ronde.